L'homme a toujours été fasciné par les légendes, des batailles épiques avec des monstres terrifiants et des bêtes fabuleuses. Les contes regorgent d'une faune fantastique, sirènes, centaures, licornes, dragons ailés, vampires. Est-il possible que de telles rencontres aient pour source des observations réelles? Carabine à la main, Tim Messner avance nerveusement. Autour de lui, la forêt est silencieuse, et c'est justement ce qui l'inquiète. 2 jours plus tôt, il a vu un monstre de près de 3 mètres qui marchait sur la rive opposée du lac. Le monstre n'est resté visible que quelques secondes avant de disparaître dans la forêt. De retour sur les lieux de son observation, le jeune Messner est bien décidé à débusquer la créature. Soudain, elle est là, immobile, et ne semble pas hostile. Il épaule sa carabine et la braque. À l'autre bout du canon, la créature n'a toujours pas bronché. La littérature abonde d'histoires mettant en scène des êtres fabuleux, fantastiques, extraordinaires. Des monstres sortis tout droit d'un monde irréel. Vraiment. Dans l'univers des phénomènes étranges et inexpliqués, il est surprenant d'y trouver un volet consacré à la zoologie. Pourtant, cette science a elle aussi ses ovnis, que l'on appelle les cryptides. Et leur étude, c'est la cryptozoologie. Alors, la cryptozoologie, sa définition, c'est la science des animaux cachés. Crypto caché, zoologie, science des animaux. Et donc la cryptozoologie s'occupe des animaux qui ne sont pas admis officiellement par la science et qui semblent pourtant bien être vus et revus ici ou là, tout autour du monde, par beaucoup de gens, et avec des fois des preuves quand même vraiment intéressantes. Bernard Heuvelmans. L'inventeur de la cryptozoologie. Personnellement, je crois que le plus grand nom en matière de cryptozoologie est le défunt docteur Bernard Huberman, un scientifique français né au Havre de parents belges. C'est l'homme qui a rendu célèbre la science qui consiste à étudier des animaux que la zoologie n'a pas encore classés. À la fin des années 50, pour la première fois, il a employé ce néologisme pour désigner cette branche qui en fait existait sans avoir de nom, parce que des gens qui s'intéressaient aux animaux mystérieux comme ça, il y en a eu depuis très très longtemps, mais ils s'occupaient de quelque chose qui n'avait pas de nom en tant que branche de la zoologie. Il a eu le courage, l'audace et l'énergie d'enquêter sur des animaux que beaucoup de scientifiques ne jugeaient pas intéressants d'étudier.
En conséquence de son action, Bernard Huberman a allumé un feu qui brûle intensément aujourd'hui, c'est-à-dire celui de la cryptozoologie, la recherche et l'étude d'animaux que la science n'a toujours pas classés. Un exemple de cryptide, le Tazelworm, sorte de salamandre qui vivrait dans les Alpes suisses. L'Onza, un chat sauvage présent autour de Mexico, ou encore l'anaconda géant d'Amazonie, véritable terreur des indigènes. Mais la cryptozoologie, c'est aussi l'étude d'animaux que l'on croit disparus depuis longtemps, mais dont des spécimens continuent d'être observés à l'occasion, comme le thylacine. Alors le thylacine, c'est un animal qui vivait en Tasmanie, donc c'est la grande île qui est au sud de l'Australie, et c'est un marsupial, c'est un loup marsupial. On l'appelle tigre de Tasmanie, mais en fait c'est un loup. À l'arrivée des premiers colons en Australie et dans l'île de Tasmanie, le thylacine n'avait aucun ennemi naturel. Il n'a pas tardé à s'attaquer aux élevages de moutons. Pour mettre fin au carnage, le gouvernement australien a offert une prime à quiconque abattrait un thylacine adulte. En 1936, le dernier thylacine est mort au zoo de Hobart. Et en fait, ils ont été exterminés par les éleveurs de moutons. Qui ne pouvaient pas supporter leurs attaques incessantes. Et voilà, là on a un exemple d'animal dont la disparition est entièrement imputable à l'homme. Donc, en 1936, le tigre de Tasmanie glisse au rang des cryptides. Tu es disparu depuis 1936. Et depuis ce temps-là, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui disent avoir vu le tigre de Tasmanie. Es-tu une hallucination? Au fil des années, des gens ont rapporté avoir vu cette créature que nous savions éteinte, qui avait été littéralement effacée de la surface de la Terre par la chasse. Mais ils ont commencé à émerger un peu partout, non seulement sur l'île de Tasmanie, mais en particulier dans le Queensland, en Australie. Cela a créé un énorme intérêt dans la communauté des cryptozoologues parce que, encore une fois, le classement correspondait à une créature de type Lazare qui était morte et qui revenait maintenant à la vie. Plusieurs photographies ont été prises et par des personnes différentes d'un animal qui semble être un tigre de Tasmanie. Mais jusqu'à présent, on a été incapable de mettre la main sur un spécimen. D'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, d'après les empreintes qu'on a photographiées sur le sol, j'ai l'intuition que cet animal est toujours vivant. Et ce serait une grande découverte non seulement pour la cryptozoologie, mais également pour la zoologie. Le nord-est de l'Amérique du Nord compte aussi son cryptide. Le cougar de l'Est est officiellement disparu depuis près de 80 ans. Le cougar a toujours habité sur nos terres. Il a été anciennement pourchassé par l'homme pour la protection de leur bétail. Puis, jusqu'en 1938, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était le dernier cougar qu'on avait recensé. Ce cougar-là a été détecté aux frontières du Québec et du Maine. Et puis, après cela, il n'y a plus jamais eu de preuve de la présence du cougar de l'Est. Chaque année, de la Nouvelle-Angleterre au Québec, des témoins affirment avoir vu des cougars. En mai 1992, en Abitibi, un citoyen a même abattu l'un de ses rôdeurs près de sa camionnette. Le cougar qui a été abattu en Abitibi a été effectué par un citoyen qui se sentait menacé. Donc, par la suite, on a ramassé la carcasse qui a été identifiée morphologiquement et génétiquement. On a déterminé finalement que ce cougar-là n'était pas un cougar de l'Est, mais un cougar d'origine sud-américaine. Dans le cas du cougar de Desméloïse, des analyses, après que l'animal a été abattu, des analyses réalisées par les biologistes du ministère de l'Environnement ont démontré clairement qu'il s'agissait d'un animal d'origine sud-américaine. Maintenant, évidemment, la question est de savoir comment un cougar d'Amérique du Sud a pu se retrouver au Québec et de surcroît dans la région de l'Abitibi. Lorsque l'animal a été abattu, les experts ont vite constaté que l'animal était
chétif, donc il semblait souffrir de carences alimentaires. La première hypothèse, c'est qu'il s'agirait d'un animal qu'on ait gardé en captivité pendant un certain temps, libéré dans la nature, ce qui expliquerait pourquoi il était si maigre, c'est parce qu'il était mal habitué, il n'était pas habitué, il y avait des problèmes d'adaptation à notre environnement. Donc ça, c'est une première hypothèse. L'autre hypothèse, ce serait que l'animal ait sauté dans un camion de transport, sur un bateau, dans un conteneur, et puis qu'il aurait fait finalement tout le trajet. Cette deuxième hypothèse est retenue, mais ce n'est pas celle qu'on favorise. Évidemment, on favorise l'animal en captivité, quoique dans le cas de l'animal de Desméloïse, on n'a trouvé sur lui aucune marque de collier, de chaîne ou quoi que ce soit. Mais c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Difficile d'expliquer la présence de ce type de cougar au Québec, mais cela n'exclut pas que de véritables cougars de l'Est puissent encore hanter nos forêts. On a établi différentes équipes de terrain à travers l'Est du Canada pour installer des poteaux de frottage là où les observations étaient les plus nombreuses. Donc, les poteaux de frottage, ça consiste en un appât olfactif qui va attirer principalement le cougar. Et ensuite, quand les individus sont attirés par le poteau, ils vont venir s'y frotter. Les équipes de terrain s'en vont récolter des échantillons de poils sur les poteaux de frottage et ce qu'ils envoient à notre laboratoire ressemble à ceci. Et puis, dans notre laboratoire, qu'est-ce qu'on va effectuer? C'est des extractions d'ADN à partir de ces échantillons-là. Certains de ceux-là étaient des échantillons de cougars. Par contre, qu'est-ce que nous n'avons pas encore comme résultat? C'est la sous-espèce de ces cougars-là. Donc, actuellement, ce n'est pas prouvé que le cougar de l'Est soit réapparu sur nos terres. Mais le cougar fait piètre figure auprès des super vedettes de la cryptozoologie, comme Nessie, le célèbre monstre du Loch Ness. Ou encore le Sasquatch. Ces créatures jouissent d'une si grande popularité qu'elles éclipsent tous les autres cryptides. Le jeune Tim Messner n'a jamais entendu parler de cryptozoologie, mais son histoire est sur le point d'en faire partie. Alors qu'il tient en joue cette gigantesque créature, il appuie sur la détente. À quelques pas de lui, la créature tombe à genoux, se relève et s'enfuit. Pendant un long moment, Tim Messner reste là. Il n'oubliera jamais sa rencontre avec ce porte-étendard de la cryptozoologie canadienne, le légendaire Sasquatch. De tous les cryptides terrestres, aucun n'a soulevé autant de passion que le Sasquatch. Ce monstre de 3 mètres de haut aurait été aperçu un peu partout en Amérique du Nord. Dans les années 1920, un Américain qui vivait ici, en Colombie-Britannique, un type nommé John W. Burns, a entendu diverses histoires à propos d'une créature que les indigènes décrivaient comme un homme couvert de poils. Il le voyait comme appartenant à un groupe lié aux Premières Nations, mais qui aurait été différent des autres à cause de sa taille et de son agilité. Pour décrire la créature, Burns a imaginé le mot Sasquatch, un mélange de dialecte qui voulait dire homme sauvage et poilu. Burns était un gentleman très méthodique qui a interviewé de nombreuses personnes à propos de cette créature. Et aujourd'hui, au sud de la frontière canadienne, le Sasquatch est connu sous le nom de Bigfoot, pour des raisons évidentes. Il a de grands pieds, de grosses épaules, une grosse tête, mais on l'appelle Bigfoot essentiellement parce qu'on a retrouvé des empreintes de pieds. Mais ici, en Colombie-Britannique, on continue de l'appeler Sasquatch parce que c'est une sorte d'icône de notre culture. À peu près tout le monde ici connaît ou a entendu une histoire de Sasquatch, et le sentiment général est qu'il fait partie de notre faune et de notre flore. Le Sasquatch a fait l'objet d'une traque constante depuis les années 50. En 1961, un milliardaire texan, Tom Slick, a même financé une battue dans les forêts de la Colombie-Britannique dans l'espoir d'y découvrir l'insaisissable hominidé. Sans succès. Et sa mort prématurée en 1962 devait hélas couper les subsides aux chercheurs. Et depuis 40 ans, faute de mécènes, la documentation du Sasquatch ne s'est faite que par le biais d'enquêteurs privés, passionnés par cette énigme zoologique. Je crois que si Tom Slick n'était pas mort dans l'explosion d'un avion en plein vol en 1962, la cryptozoologie serait rendue beaucoup plus loin qu'elle ne l'est parce que cet homme était le plus grand donateur des chercheurs en cryptozoologie.
Les preuves de l'existence du Sasquatch restent jusqu'à maintenant anémiques et très controversées. On peut dire qu'elles se divisent en 3 groupes. Les preuves physiques, comme les empreintes, les poils ou les excréments. Les preuves photographiques et sur film. Et aussi les preuves sonores enregistrées en forêt et où l'on entend des cris d'animaux inconnus. Pourrait-il s'agir des hurlements du Sasquatch? Son moment de stupeur passé, le jeune Tim Messner s'avance près de l'arbre où se tenait la créature. Même s'il est convaincu de l'avoir atteinte entre les 2 yeux, il ne voit aucune trace de sang. Par contre, la bête a laissé des empreintes géantes. Encore aujourd'hui, les empreintes demeurent les preuves les plus éloquentes de l'existence du Sasquatch. Parce que le Sasquatch laisse des traces, les empreintes peuvent être observées durant des jours, parfois des semaines, ce qui les rend plus durables que la simple observation. L'argument des sceptiques voulant que toutes ces empreintes soient l'œuvre de plaisantins est irrecevable. Des empreintes géantes ont été rapportées dès 1811 près de Jasper, en Alberta, par l'explorateur David Thompson. La théorie du canular a été endossée par certains médias, endossée par le public, à cause de l'absence de commentaires de la part de biologistes ou de zoologistes. Il peut y avoir eu certains canulars, et parce qu'ils sont spectaculaires et unanimement acceptés comme tels, maintenant, toutes les empreintes sont considérées comme étant des canulars. Mais des empreintes ont été enregistrées depuis 150 ans dans toutes les régions d'Amérique du Nord, incluant des régions très éloignées. En ce qui a trait au Sasquatch, certaines gens parlent de théorie de la conspiration. Mais s'il y a une quelconque conspiration, c'est bien celle qui consiste à penser que les canulars sont une conspiration. Comment expliquer qu'ils soient si largement répandus, depuis si longtemps, par autant de gens bien équipés et présumément très motivés? En juin 2001, des empreintes ont été découvertes à Pewannock, sur la rive sud de la baie d'Hudson, en Ontario. C'est un agent du ministère ontarien des Ressources naturelles, Rick Tapley, qui a découvert les empreintes alors qu'il s'affairait à inspecter des stations météorologiques. Pour lui, l'idée d'un canular est exclue. Depuis le 19e siècle, des empreintes comme celles de Pewannock ont été observées des milliers de fois. Il est très important de documenter les traces, par la photographie, mais spécialement si quelqu'un fait un moule en plâtre. Alors on arrive à une représentation en 3 dimensions de la plante du pied qui a laissé cette trace. Et alors, lorsqu'on a une collection, comme c'est le cas maintenant à l'Université de l'État d'Idaho, on peut commencer à en étudier la constance, les irrégularités, les variables. Certains des moulages montrent des crêtes dermiques, ou les empreintes digitales du pied et des orteils, des éléments anatomiques difficiles à reproduire. Lorsque l'on parle des crêtes dermiques sur certains moulages de supposés pieds de Sasquatch, il faut comprendre que si on regarde notre main, on voit qu'on a des empreintes digitales. On a également des empreintes digitales sur nos pieds. Donc, lorsqu'on a fait des analyses de surface sur des moulages de pieds de Sasquatch, on a vite constaté, dans certains cas, que certaines de ces lignes-là étaient présentes. Et puis, évidemment, on comprend que si ces lignes-là sont présentes, il doit certainement s'agir d'un animal vivant, donc un pied mobile, articulé qui aurait fait l'empreinte. Parce que si c'était un pied sculpté dans du bois ou quelque chose du genre, en latex par exemple, comme certains sceptiques ont évoqué, on comprend que ça aurait été très difficile de reproduire cette caractéristique très précise et propre, somme toute, qu'aux primates. S'il s'agit d'un canular, ça a été fait par quelqu'un qui connaît vraiment sa matière. Parce que si on le regarde en 3 dimensions, on peut repérer la trace des os qu'on devrait retrouver sur un pied plantigrade, c'est-à-dire un pied qui s'appuie jusque sur le talon. Puis c'est une caractéristique de primate. Et on peut voir par la projection tridimensionnelle où sont exactement les métacarpiens, les carpiens et les phalanges sur ce pied. Nous avons ici un moulage intéressant, surtout parce qu'il est petit, de toute évidence un très jeune Sasquatch, et qu'il met l'emphase sur la largeur de l'empreinte.
Le pied est très large, beaucoup plus large que ne le serait celui d'un humain de même grandeur. On peut également observer l'écartement des orteils. Et il y a une tendance pour celui-ci, comme sur cette autre empreinte de jeune, à avoir le gros orteil détourné, c'est-à-dire divergent, un peu sur le côté pour celui-ci et franchement sur le côté pour celle-là. C'est une caractéristique très simiesque d'avoir le gros orteil divergent comme ça. C'est très intéressant. Pour les autres preuves physiques, les données sont pauvres. Des poils et des excréments ont bien été découverts au fil des ans, mais leur identification a été impossible, quand il ne s'agissait pas tout simplement d'autre chose. En 2005, au Yukon, des résidents ont découvert des poils accrochés à une clôture que des témoins disaient avoir été enjambés par un Sasquatch. Les poils ont été envoyés à l'Université du Manitoba, où les résultats du test d'ADN ont révélé que les poils étaient ceux d'un bison et non ceux d'un animal inconnu. Le docteur Henner Fallenbach, qui vit à Portland, en Oregon, a une collection de poils qui ne tombent pas dans cette catégorie. Ils n'appartiennent à aucun animal connu, mais sont certainement ceux d'un primate inconnu. Si vous me demandez de vous dire que ces poils sont ceux d'un Sasquatch à grands pieds, je ne pourrais pas, parce que nous n'avons rien à quoi les comparer. Mais ils n'appartiennent pas à des animaux que nous connaissons. Ce ne sont pas des poils de gorille ou de chimpanzé, ni des poils humains. Alors, qu'est-ce que c'est? En toute prudence, nous pouvons au mieux affirmer que ce sont peut-être des poils de Sasquatch. C'est la seule preuve concrète que nous ayons jusqu'ici. Chaque année, la presse nord-américaine se fait l'écho d'une demi-douzaine d'observations du Sasquatch. Les cryptozoologues estiment que ce nombre doit être multiplié par 10 pour avoir une idée du nombre réel d'observations. Il y a davantage un problème de perception face au récit des témoins qu'un véritable problème. La perception est que les gens ont pu être victimes d'hallucinations, qu'ils ont pu imaginer des choses. Et chez les biologistes, on insistait variablement sur le fait que les gens ont confondu un ours dressé sur ses pattes arrière avec un Sasquatch. On doit s'intéresser de près aux témoins oculaires. Sans les intimider, on doit s'assurer qu'ils sont familiers avec les ours et les mammifères d'Amérique du Nord, qu'ils n'ont pas bu ou fumé quelque chose et qu'ils ne sont pas stressés au point d'avoir des hallucinations. Et, sans les dénigrer, s'assurer qu'il s'agit d'une observation valable. On peut prendre ça comme une description initiale à partir de laquelle on pourra travailler. De toute évidence, ces témoignages devront être corroborés, et c'est là que les empreintes entrent en jeu. Mais les rapports d'observation sont très importants et méritent d'être considérés plus sérieusement. De tous les animaux de la faune nord-américaine, seul l'ours ou le grizzly sont des animaux potentiellement de bons candidats pour être confondus avec un Sasquatch. Incidemment, lorsque les biologistes s'amusent avec les témoins à leur faire une sorte de jeu d'association, et qu'on leur présente un livre sur la faune nord-américaine et qu'on leur demande de choisir dans les illustrations un animal qui ressemble à ce qu'ils ont vu, 9 fois sur 10, le témoin va choisir effectivement un ours. Mais cet exercice est un peu caduc parce que nos livres de zoologie nord-américaine n'ont pas de photographie ou de dessin de Sasquatch. Donc, on n'offre pas la possibilité, l'alternative aux témoins de choisir autre chose. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'offrira pas aux témoins cette possibilité de choisir un animal peut-être plus proche de ce qu'ils ont observé, on peut dire que ce qui est semblable n'est pas forcément similaire. Chose curieuse, malgré tous les témoignages, il existe peu de photos ou de films montrant la mystérieuse créature. L'un de ces rares films est considéré comme l'une des preuves à l'appui de l'existence de la bête. Une des figures emblématiques du monde des Sasquatch et à qui nous devons beaucoup, c'est Roger Patterson. Roger Patterson était un homme qui avait choisi de vivre sa vie comme il l'entendait, en ce sens qu'il avait choisi de vivre selon son cœur, de faire des tas de choses de manière parfois imprudente, ce qui lui a valu d'avoir de mauvaise réputation. Ce n'était pas un homme fourbe ou malhonnête, mais c'était un homme taillé tout d'une pièce et un enquêteur de Sasquatch entêté. Il avait recruté Robert Grimlin, un vrai gentleman que je connais bien. En octobre 1967, les deux compères décident d'aller examiner les traces que John Green et René de Hinden avaient observées dans la région de Bluff Creek, en Californie. Ces empreintes étaient étonnantes et il y en avait plusieurs. Le 20 octobre 1967,
Roger Patterson et Bob Gimlin remontent le lit asséché d'une crique lorsque Patterson remarque une créature qui s'éloigne en marchant. Il saisit sa caméra 16 mm et se lance derrière la créature. Pendant près d'1 minute, il va tourner les images les plus saisissantes de l'histoire de la cryptozoologie. Une image vaut 1000 mots. Le film de Patterson a été soumis à une foule d'expertises et selon les scientifiques, de nombreux détails anatomiques liés à la créature et sa démarche très atypique excluent la possibilité d'un canular. Si ces images sont authentiques, l'existence du Sasquatch serait prouvée. Mais le sont-elles vraiment? Mon opinion personnelle en ce qui a trait au film de Patterson et Gimlin est qu'il est authentique. Tous les gens qui ont prétendu être le type qui portait le costume, et ils sont nombreux, ont tous échoué dans l'un ou l'autre des aspects de leur récit, qu'il s'agisse de l'endroit, de l'heure, de la date, de la manière de se rendre sur les lieux, etc. Et ces histoires ne tiennent pas la route, incluant la plus récente survenue il y a quelques années, que je disqualifie aussi. Des gens ont tenté de prouver que le costume avait été fabriqué par John Chambers, le créateur des costumes de la planète des singes. Une rumeur démentie par Chambers lui-même. Quand vous regardez le film, on y trouve une série d'informations concernant la démarche de cette créature. D'abord, il ne marche pas comme un humain. Il saute de terre et fait de très larges enjambées. Patterson et Gimlin les ont mesurées entre les moulages des empreintes. Un être humain marchant de la sorte serait très étrange et d'une force phénoménale. Donskoy, le fameux scientifique russe, qui a également été impliqué dans l'entraînement des athlètes olympiques par l'analyse de leurs mouvements, avait la quasi-certitude que ce n'était pas un être humain. Ce n'est pas un humain dans un manteau de fourrure, ce n'est pas la démarche d'un simili-humain, ni même la démarche modifiée d'un humain. Il y a des détails anatomiques très précis, comme la tête en forme de crête qui revient régulièrement dans les témoignages d'observation et qui ressemble beaucoup à celle d'un gorille. Les très longs bras, la démarche elle-même. Mais les gens ne veulent pas entendre ça. Que voulez-vous? Leur idée est faite. Ils sont pratiquement tous convaincus qu'il s'agit d'un canular. Et je me suis lassé de me battre. Ou si vous préférez, de m'intéresser à ce film, parce qu'il y a d'autres choses plus importantes. Oui, c'est ça, plus importantes. Janusz Prohaska, un des plus grands costumiers de cinéma, a affirmé que s'il s'agissait là d'un costume, il faudrait que les poils soient collés un à un sur la peau d'un homme nu pour qu'on puisse observer le mouvement des muscles de la sorte. Or, on est en 1967, à une époque où John Chambers, celui qui a fait la série La planète des singes, et où l'équipe qui a fait les costumes de singes pour le film 2001 Odyssée de l'espace n'arrivait même pas à imiter le mouvement des muscles. En somme, Roger Patterson aurait dû être le plus grand génie mécanique de toute l'histoire du costume, ce qu'il n'était certainement pas. Roger Patterson est décédé en 1972 à l'âge de 39 ans. Si Patterson conservait précieusement son habit de Sasquatch dans son grenier, ils l'ont jamais retrouvé, même après sa mort. Depuis l'incident de Bluff Creek, personne n'a jamais produit un film aussi spectaculaire que celui réalisé par Roger Patterson en 1967. Presque à chaque année, un bout de film fait son apparition. Généralement un tournage vidéo qui n'est pas de très bonne qualité et qui nous montre une créature semblable, couverte de poils, foncée, qui pourrait bien être un Sasquatch ou non. Aucun de ces films n'est aussi bon que celui de Patterson et Gimlin. Alors si le film de Patterson et Gimlin est controversé, si on le discrédite, je ne crois pas qu'il vaille la peine de présenter ses autres films. Il y aurait aussi des enregistrements sonores du Sasquatch. L'analyse des bandes n'a pas permis de prouver, hors de tout doute,
que les cris enregistrés appartiennent à une espèce animale inconnue. Je dirais que depuis les années 1960, les amateurs de Sasquatch, ceux qui vont sur le terrain, colligent l'information, ont ramassé à gauche et à droite peut-être une dizaine d'enregistrements de cris d'animaux assez mystérieux que certains ont interprétés comme ceux du Sasquatch. Le problème avec ces enregistrements-là, c'est qu'aucun d'entre eux n'a été obtenu avec un contact visuel, c'est-à-dire que la personne qui tenait le microphone ne voyait pas l'animal devant lui émettre le cri. Donc on se trouve en forêt, on entend un bruit, on l'enregistre, et ensuite on va confier ça à des experts. Les bandes confiées aux zoologues, par exemple, dans la plupart des cas, on a pu identifier l'animal qui était responsable du cri en question. Pour les autres cris pour lesquels on n'a pas trouvé d'interprétation, il est vrai qu'au niveau de la vocalise, on a utilisé toutes sortes d'ordinateurs, des systèmes spéciaux, comme ceux qu'utilise par exemple le FBI pour reconnaître des voix lorsque un suspect peut téléphoner aux autorités. Donc, et en faisant une sorte d'analyse de la vocalise, on a pu déterminer dans certains cas que le bruit enregistré n'était pas celui d'une voix humaine, donc ça ne sortait pas d'un larynx humain, et on n'a pas non plus trouvé un animal qui émettait un bruit semblable. Mais encore une fois, la difficulté, c'est qu'on n'a pas un contact visuel entre celui qui prend le son et l'animal observé, si ce n'est peut-être que dans l'enregistrement des Sierra Mountain, qui est un enregistrement exceptionnel, où là, dans ce cas-là, le témoin qui a enregistré le son avait eu des contacts visuels avec l'animal au préalable, donc on peut supposer raisonnablement que les sons enregistrés sont ceux du Sasquatch. Des empreintes, quelques poils et des images controversées. Voilà l'essentiel des preuves pour soutenir l'existence du Sasquatch. Un dossier bien mince. Si de telles créatures existent, elles doivent être suffisamment nombreuses pour se reproduire et maintenir une population viable. La possibilité de l'existence du Sasquatch, c'est intriguant. C'est fascinant du point de vue scientifique. Je suis bien content qu'il y ait des gens qui se penchent sur la question. Moi, ce que je dirais comme interrogation, c'est comment se fait-il, si ces animaux-là existent, qu'on n'a encore repéré aucun cadavre de ces animaux? Une des choses les plus difficiles à expliquer après si longtemps, c'est pourquoi nous n'avons toujours pas trouvé de preuves concrètes. Et ce que nous voulons dire par preuve concrète et ce que la communauté scientifique veut dire par preuve concrète, c'est un corps ou des restes de corps ou un squelette. À mon avis, la meilleure explication pour cela est que le Sasquatch, s'il existe, est une créature rare, probablement nocturne, qui vit cachée et qui compte peut-être un individu pour plusieurs centaines d'ours dans une région donnée. J'imagine plutôt une créature intelligente qui pourrait nous ressembler, mais sous la forme de Sasquatch et qui peut très bien aller mourir dans des endroits éloignés de l'attention des humains, dans des régions qui présentent toute une série de facteurs, comme des nécrophages, un sol acide, des insectes. Je ne suis pas surpris que nous ne trouvions pas de squelette parce que nous ne trouvons pas davantage de squelettes de cougar ou d'ours. Alors pourquoi trouverions-nous celui du Sasquatch? Pour ce qui est des ossements, ceux du Sasquatch ou de ses ancêtres sont peut-être précieusement conservés au Musée d'histoire naturelle de Pékin en Chine. Il existerait, parmi les hominidés fossiles, un candidat qui s'apparente étonnamment au Sasquatch. Le meilleur candidat, à mon avis, serait le Gigantopithecus, qui est une espèce de primate de grande taille, beaucoup plus grand qu'un gorille actuel, peut-être un tiers plus grand que le gorille actuel, et qui répondrait à plusieurs de ses caractéristiques. Malheureusement, on ne connaît pas grand-chose de ce primate-là, sauf quelques fossiles très, très fragmentaires, mais il a vécu il y a environ quelques 2 millions d'années à environ 100 000 ans, disons, selon les fossiles. Là. Alors, il a vécu durant la dernière partie du tertiaire et le quaternaire, la période glaciaire. On l'a trouvé seulement à 2 endroits dans le monde, en Chine et aux Indes, donc aucun spécimen d'Amérique du Nord. Et encore une fois, très fragmentaire, mais d'après les projections des fragments qu'on a, ça serait un singe de grande taille, beaucoup plus grand que le gorille actuel. Le Sasquatch est-il le dernier représentant d'une lignée survivante du Gigantopithèque? La preuve irréfutable de son existence serait sans contredit la plus grande découverte anthropologique de tous les temps.
ici, en Amérique du Nord, le docteur Grover Krantz, qui est décédé maintenant, mais qui était attaché à l'Université de Washington, était, je dirais, le porte-étendard de cette hypothèse-là que le Sasquatch était un gigantopithèque. Pour Krantz, il est clair que l'animal dont les fossiles, les restes fossiles, ont été trouvés par exemple en Chine. Pour Krantz, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que durant la dernière glaciation, à l'époque où le détroit de Bering était complètement gelé par une sorte de pont de glace, l'animal aurait migré de l'ouest asiatique vers l'Amérique du Nord en passant par le détroit de Bering et se serait répandu le long de la côte ouest nord-américaine. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, en dehors des observations du Sasquatch, on n'a jamais trouvé en Amérique du Nord le moindre fossile d'un gigantopithèque. Avec les années, la cryptozoologie s'est enrichie de nouveaux cryptides que certains puristes considèrent comme de véritables intrus, des créatures si fantastiques qu'il est difficile de croire qu'elles puissent appartenir au règne animal. Dans son extraordinaire encyclopédie de la cryptozoologie, l'auteur Michael Newton en mentionne quelques-unes, comme le Mothman. Le Mothman, c'est une créature qui serait apparue en Virginie occidentale aux États-Unis dans les années 60. Pour résumer très très brièvement, et qui apparaissait la nuit. C'est une espèce de grande ombre avec un peu un air de chauve-souris, des yeux rouges, et qui aurait été vue par un certain nombre de témoins, notamment autour de la ville de Point Pleasant. Le Mothman mesurerait près de 2 mètres et serait muni d'une paire d'ailes comme celle d'une chauve-souris et capable de s'envoler de façon verticale et sans battre des ailes. En 66 et 67, des centaines d'apparitions de la créature ont été rapportées. Puis le 15 décembre 1967, le Silver Bridge, qui enjambe la rivière Ohio, s'effondre, entraînant 46 voitures et des dizaines de motocyclistes. On a ensuite découvert que parmi les victimes du Silver Bridge figurait un grand nombre de témoins du Mothman. Ça fait partie des créatures volantes, mais encore non identifiées, vraiment. Là, on n'a pas l'impression, ça donne pas toujours l'impression qu'il y ait une véritable consistance. Ça ressemble, elle a un côté fantomatique, cette créature qu'est le Mothman, bien que visiblement terrifiante à encore les témoins. À en croire les légendes amérindiennes de l'Est de l'Amérique du Nord, une étrange créature habiterait nos forêts, le Wendigo. Le Wendigo, c'est une créature, on dit mythique, mais qui est censée être, on pourra dire, corporelle, pour des groupes largement de langue algonquienne, c'est-à-dire qui appartiennent à la famille algonquienne de langue, donc tels que les Cris, les Inuits, les Atikamekw, Sauteux Ojibwés, par exemple. Le Wendigo serait un géant qui jouirait de la faculté de se rendre invisible. Pour se camoufler, il s'enduirait le corps de résine avant de se rouler dans la terre pour lui donner l'aspect d'un géant de pierre. Cet esprit de la forêt serait aussi cannibale et sa voix semblable au tonnerre. Donc le Wendigo, c'est une créature qui est censée se manifester largement au moment où les personnes étaient souvent isolées, l'hiver, dans leur camp de chasse, loin de la communauté de base, on pourrait dire, que ce soit un village ou tout simplement une agrégation d'été. Et donc, c'est un monstre, pour être bref, c'est un monstre essentiellement, un être, une créature monstrueuse, parmi tant d'autres qui existent, on pourrait dire le panthéon, là, pour prêter un mot, de ces peuples, mais c'est le seul parmi cet ensemble d'esprits ou de créatures plutôt, qui est capable de posséder les êtres humains et de les transformer physiquement, apparemment, selon les témoignages, en des versions clones, on pourrait dire, de lui-même. Le 21 avril 1977, en soirée, Bill Bartlett observe pendant quelques secondes une créature qu'il prend d'abord pour un chien. Il s'agit en fait d'un petit être humanoïde d'à peine 1 mètre. Ses yeux sont grands, ronds et lumineux. La créature ne reste visible que 5 ou 6 secondes. Bill Bartlett est le premier à apercevoir cette créature que la presse baptisera bientôt le démon de Dover. À l'exception d'un cas particulier, la créature elle-même ne semble pas interagir avec les témoins. Dans un cas, la créature a été aperçue se tenant sur un mur de pierre. Ensuite, la créature a été aperçue alors qu'elle approchait un jeune garçon qui marchait vers sa maison. Puis elle est disparue dans un boisé.
Dans un autre cas, c'est un couple qui a aperçu brièvement la créature sur un pont, près du centre-ville, et elle n'a pas semblé interagir avec eux du tout. Une certaine nuit de septembre 1976, un résident de Laval est réveillé par un bruit sourd venant de l'extérieur. Il reste là, à attendre que le bruit se reproduise, mais rien ne se passe. Le lendemain, il constate avec étonnement la présence de traces de pas sur le trottoir. Vues de près, celles-ci ont l'aspect d'un fer à cheval. Elles sont visibles des deux côtés de la rue. Elles commencent nulle part et s'arrêtent nulle part. Malgré les années écoulées, aucune explication définitive n'a jamais été apportée à ces curieuses empreintes et personne n'a jamais avoué être l'auteur de ce canular, si canular il y a bien sûr. Avec le temps, la cryptozoologie est devenue une sorte de no man's land où tout objet non identifié, qu'il soit marchand, sautant ou rampant, trouve sa niche. Si ce mixage a fait de la cryptozoologie l'un des domaines les plus fascinants du grand univers des phénomènes étranges et inexpliqués, il l'a aussi rendu plus rébarbative aux scientifiques. Nous sommes bien loin de cette nouvelle science dont rêvait Bernard Heuvelmans il y a 50 ans. Dans son livre « Sur la piste des bêtes ignorées », Bernard Heuvelmans écrit « Notre monde est saturé de mystères. Il semble que nous vivons entourés de points d'interrogation. Tout nous est prétexte à questions auxquelles nous avons hélas que peu de réponses, ou pas de réponse précise et définitive en tout cas. » Si ça fait 50 ans qu'Heuvelmans a écrit ce livre-là, est-ce qu'on commence à avoir des réponses? La cryptozoologie a été élevée au rang de catégorie scientifique pour valider l'existence de plusieurs animaux dont les preuves de l'existence sont perçues comme insuffisantes. Ce que les cryptozoologues ne réalisent pas, c'est que la cryptozoologie elle-même est perçue comme une sorte de pseudo-science par les autres scientifiques. Entre autres raisons, parce que les cryptozoologues ne sont pas des zoologues, ce sont des amateurs. Ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose d'ailleurs. Mais en regroupant autant d'animaux dans cette catégorie, des oiseaux, des reptiles, des mammifères, c'est comme s'ils prétendaient avoir une expertise sur un très large éventail de sujets zoologiques. Et la plupart des gens de science n'acceptent tout simplement pas cela. Ils disent non, je ne pourrais pas être assez compétent pour couvrir des oiseaux, des mammifères, des reptiles. Alors comment cette personne, qui n'est même pas un zoologue, peut-elle avoir de telles prétentions? C'est bizarre à dire, mais la cryptozoologie n'est pas une catégorie aussi utile que certains le prétendent. Les auteurs John Keel et Brad Stenger nous dressent dans leur ouvrage respectif un tableau de toutes ces créatures mystérieuses qui, à un moment ou à un autre, ont fait la manchette. Jusqu'à maintenant, nous n'avons rencontré que quelques-unes d'entre elles, mais elles ne sont pas les seuls locataires de cette fantastique ménagerie. Il y a aussi le monstre de Flatwoods qui a été vu en Virginie occidentale en 1952. Il ne faudrait pas oublier ces loups-garous qui, depuis des années, hantent les forêts du Wisconsin. Une créature semblable aurait aussi été vue au Québec en 1989 dans la région du lac Blue Sea. Peut-on encore parler de cryptozoologie? En cryptozoologie, il y a une divergence d'opinion sur ce qui devrait être de nature cryptozoologique et ce qui devrait être paranormal. Et ça dépend vraiment de qui vous êtes. Mon point de vue personnel est que certaines créatures, comme le Mothman et le monstre de Flatwoods, ne cadrent pas dans le rameau de la cryptozoologie. Ils appartiennent à autre chose. Personnellement, je ne perdrai pas mon temps à enquêter sur ces créatures, mais de toute évidence, d'autres gens sont bienvenus de le faire. Et je ne les empêcherai en aucune façon. Mais là, on ne parle plus de cryptides, pas du tout. Le principal problème de la cryptozoologie, c'est la cryptozoologie est laissée aux mains des amateurs. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour financer ce genre de recherche. Il faut comprendre qu'on a une façon d'idéaliser la science. On s'imagine que les chercheurs cherchent la vérité. En réalité, la première recherche d'un scientifique, c'est de trouver de l'argent
pour faire de la recherche. Et l'argent qui va financer la recherche, les bailleurs de fonds, les organismes qui vont fournir de l'argent aux chercheurs, on comprend que eux s'attendent à une retombée économique. Fait que finalement, c'est plus valable de financer la recherche de la recherche sur la mousse verte sur les crotons que de financer de la recherche sur le Bigfoot. Donc on comprend que tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un support financier pour faire de la recherche sur des animaux, sur des cryptides, je pense que pour encore longtemps, ce type de recherche va rester entre les mains des amateurs. Le Sasquatch appartient de toute évidence au règne animal. Contrairement à un monstre comme le démon de Dover, qui a l'air toujours ressorti dans l'univers fantastique. À moins que tu appartiennes à un univers un peu plus familier, mais tout aussi insondable. Et où tout peut arriver. L'imagination.